Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4, Post Tenebras Lucha. Ils vrombissent, ils sont chauds patates, ils ont hâte d'en découdre nos chroniqueurs, n'est-ce pas Christina, bonjour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et hâte de débattre des films de ce mois avec vous. À ta droite, le prince de la punchline fait son grand retour après son absence remarquée lors de l'épisode 3. Je parle bien sûr du docteur Raymond. Bonjour docteur. Eh bien bonjour, moi aussi je suis ravi d'être de retour parmi vous pour cette belle sélection. Et à vos côtés se trouve l'incontournable Mister Thibault. La forme ? La forme, oui, est très heureux d'échanger sur des films qui sont autant d'ascenseurs émotionnels. Et pour la première fois dans 24 images secondes, Nico. Comment il va mon Nico ? Eh ben il va. Très heureux d'être là, je suis le petit novice, le bleu bite, comme on dit. Prêt pour se faire bisuter, je suis ravi d'être là parmi vous, et puis on va voir comment ça se passe pour moi, est-ce que je reviens en deuxième semaine ou pas. Ou sinon tu pars avec la boîte du jeu. Oh oui. Merci Nico. Et moi c'est Jérém, votre humble serviteur, cinéphile et cinéphage. Avant de commencer notre première rubrique avec désinvolture et expertise, Mister Thibault, eh oui, tu voulais nous parler du cinéma, le Luminor. Et oui, le Luminor, hôtel de ville, subit depuis des mois les assauts répétés de la Sofra, qui est une holding immobilière propriétaire des murs, et qui souhaite expulser le cinéma pour faire une opération immobilière de bureau-magasin. Malgré toutes les propositions de conciliation et le respect parfait de nos obligations en tant que locataires, les propriétaires ont mis leurs menaces à exécution devant les tribunaux. Le Luminor est un lieu de vie et de partage depuis plus d'un siècle, soit 1912, et il rassemble près de 100 000 spectateurs par an. C'est un cinéma rentable, créateur d'emplois, soutenu par nos institutions, la mairie et les impôts. Sa fermeture serait une perte irrémédiable pour les riverains, les écoles du quartier, les cinéphiles, les commerçants, la culture et Paris. Nous appelons donc à votre soutien dans notre lutte contre ce vandalisme culturel. Montrons aux propriétaires que le Luminor est un lieu plébiscité et défendu par tous les cinéphiles. Qui eût cru qu'un jour un cinéma devienne une zone à défendre? Qui eût cru que nous serions à lancer une pétition pour sa sauvegarde? Nous vous demandons ainsi de vous mobiliser et d'agir avec nous pour que le Luminor continue d'exister et de remplir sa mission première d'unique et dernier cinéma du Marais. Ce cinéma vous appartient, vous êtes en droit de le défendre et surtout, n'oubliez pas, allez au cinéma. Exactement, on signe la pétition, on sauve le Luminor. Nous passons maintenant à notre rubrique Actualité. La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Le premier film de ce podcast, décortiqué par nos chers chroniqueurs, est un film français, Apache, de Romain Quiraud. Paris à peu et à sang, les Apaches font régner la terreur. 1900, de Montmartre à Belleville, Paris est aux mains d'un gang ultra-violent qui fait régner la terreur sur la capitale, les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre le gang, mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut éliminer, plus elle est fascinée par lui. Alors au sortir du Covid était projeté Le Dernier Voyage, donc c'était le premier film de Romain Quiraud, donc adapté de son propre court-métrage éponyme, un film de science-fiction écologique, français, et oui, il y en a, sur l'héritage d'un père à son fils. Alors c'était un pari osé, mais un film, alors c'est mon avis, assez décevant au final. Romain avait à cœur de se rattraper pour son deuxième film. Je commence par le docteur Raymond. Alors, est-ce que Romain Quiraud s'est rattrapé, docteur Raymond ? Alors, à mon avis, déjà on part sur un sujet qui a toute une histoire cinématographiquement parlant, depuis le film Les Apaches de Méliès en 1904, donc qui faisait figure de film d'actualité à l'époque, en passant par exemple par le Casque d'Or de Becker, etc. Voilà, on a toute une culture cinématographique autour de tout ça. Malheureusement, ce nouvel opus, à mon sens en tout cas, ne restera pas, je pense, dans l'histoire du cinéma. Le principal problème, à mon sens, c'est son côté agaçant de jeunisme et de manque de sincérité. C'est-à-dire que effectivement, c'est un réalisateur qui connaît ses classiques et qui les cite volontiers, mais qui a du mal à dépasser le gimmick. Donc voilà, on peut voir les influences de dizaines d'auteurs, Scorsese, Tarantino. Ah oui, c'est Gangs of Paris. C'est ça, oui, complètement.
Et même les trucs, entre guillemets, de Tarantino, donc, qui sont parfois appropriés et parfois agaçants, comme les anachronismes musicaux ou le chapitrage, ici, ne mènent pas à grand-chose au final. Et on se retrouve avec une collection de scènes assez clichés, au final, qui se voudraient badass, mais qui servent surtout à délayer une intrigue pas très intéressante et qui ne sera pas sauvée par des dialogues sans saveur, des séquences oniriques qui ne mènent nulle part. Ah, la séquence du rêve bleu. Mais oui. Et des comédiens qui, à part 2-3 qui tirent leur épingle du jeu, notamment la mère Macrel, jouée par Émilie Gavois-Kahn, Bruno Lochet, mon gars Bruno Lochet, et Rossi de Palma, bien entendu, mais bizarrement casté en Sarah Bernard, donc avec l'accent espagnol, c'est quand même assez bizarre. Mais sinon, le reste du casting manque terriblement de saveur, donc voilà. Alors, moi, c'est Artus. Je trouve qu'il sort un petit peu son épingle du jeu Il par s'en sort rapport bien, à Oui, beaucoup je de suis d'accord. Oh, ouais, il Voilà, s'en sort bien. et je m'y attendais pas, donc j'étais surpris de le voir avec autant de justesse, donc tant mieux. Ah bah, globalement, Artus, si tu l'as vu dans tous les films où il a tourné, globalement, il est toujours assez juste. Oui, voilà. Alors là, par rapport justement à notre ami Niels Schneider, bon, tout le monde n'est pas Bill the Butcher dans Gangs of New York, hein, tout le monde n'est pas Daniel Day-Lewis. Hein. Enfin, moi, il m'a pas fait peur, en tout cas, moi, personnellement. Hein, c'est un petit peu appuyé son jeu pour ce gangster. C'est peut-être un avis un peu féminin, mais enfin, son charme a quand même agi. Je trouve que Ah, il est beau il y a gosse. le côté badass. Voilà, il y a le bad boy. Le bad boy fonctionne. On n'est peut-être pas dans Daniel Day-Lewis, mais je trouve que le duo fonctionne bien. Moi, les acteurs, le film a plein de défauts, on en a parlé, mais les acteurs dans leur jeu, le côté décomplexé, le côté je vais à fond dans ce que je fais et finalement d'essayer de faire un film d'époque anachronique avec un côté punk rock et qui raconte une rébellion d'une certaine phase de la société, parce qu'on pourrait finalement faire le même film dans les années 80 avec des gangs en banlieue parisienne. Oui. Oui, tout à fait. Et du coup, ça donne un côté qui n'est pas daté à son film, et on parlait que c'était un film d'actualité qui peut s'adapter à tout moment. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ça dans le paysage du cinéma français aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, Chris. Je trouve que alors, le film est loin d'être parfait, comme tu disais, François. Son plus gros défaut est qu'il n'a pas le scénario de ses ambitions, c'est-à-dire qu'on sent qu'il aimerait être une espèce de pamphlet un peu anard, anti-système et tout ça, puis au final, ça reste vraiment très superficiel de ce côté-là. Oui, c'est limite parfois du sous-Baz Luhrmann, je trouve. Mais bon. Oui, c'est très classique. Clairement. Oui, il y a un côté très Baz Luhrmann, très Scorsese. Hein. Scorsese, il y a beaucoup de plans où Ah oui, tu fais ah oui, voilà, Voilà, on y est. Bah, La croix du Christ qui prend feu, désolé. Ah ouais, tout ça, tous les... Ah non, mais un petit dès peu le début, appuyé. dès la première phrase du film, on Oui, a... oui. et La première on phrase... essaie aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être... Et là, c'est un Apache. Et Ah oui, on oui, reprend les complètement. affranchis, j'ai toujours voulu être un gangster. Et c'est là que le film pêche, c'est par son originalité. Il n'arrive pas à digérer ses influences. Exactement, c'est ça. Et il n'arrive pas à nous dévoiler son univers personnel que j'attends depuis 2 films. Toujours pas. Oui, alors après, je trouve que c'est assez sincère comme film. Pour le coup, justement, comme tu disais, Chris, le fait qu'il y aille à fond, de manière même très, en vrai, très naïve, tu vois, les chapitrages, comme tu disais, François, ils servent pas à grand-chose. C'est vraiment juste de la posture, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez sincère, un peu film de sale gosse, qui en fait un peu des caisses, qui était assez sympa, je trouve. En tout cas, j'en attendais rien et finalement, je me suis pas ennuyé. C'est un film qui essaie d'être hyper efficace. Tu vois, il dure 1h30, ce qui, dans le paysage cinématographique actuel, est quand même assez rare, hein, comme vu que tous les films durent 2h30, 3h maintenant. Le film, il va à l'essentiel. C'est très superficiel, ça va pas plus loin que ça. Ça fait très BD en fait, hein, tu vois. Je trouve que ça s'inscrit beaucoup dans la lignée de films comme Le Pacte des loups, des trucs comme ça, où c'est assez BD au final. C'est Moi, c'est fun, quoi. j'ai décroché assez vite. Hein. Je t'avoue que tout ce, je sais pas, cette espèce de formalisme, comme tu dis. Enfin, moi, je trouve ça un peu donc vulgaire. Tu vois, c'est ça pas fait un très peu feu finaux, hein, on est bien d'artifice qui d'accord. sert à rien. C'est pas finaux. Et à un moment, je me souviens, on était avec d'autres amis et on rigolait. On n'était plus dans le film. Oui, ce que tu dis, c'est symbolisé par... moi, j'ai pris un plaisir immense à revoir Dominique Pinon pour un petit Mais il fait rôle. du Dominique Pinon. Il fait du Dominique Pinon, qui est bien sûr complètement caricatural, puisqu'il gueule de bois tout le temps bourré, etc. Mais voilà, il s'éclate, et moi, je me suis éclatée à voir Dominique Pinon, et plein de petites choses comme ça. La scène du cinéma, elle est très belle, je trouve. Alors, il y a des anachronismes. À chaque fois, on peut trouver des défauts à plein de choses, mais la scène du cinéma, la scène devant la Tour Eiffel, avec les images un peu d'époque, je trouve que ces petits montages et ces petits gimmicks...
séparément et ils sont réussis quand même. Après, dans l'ensemble, le tout fonctionne pas et accroche pas et comme on le voudrait. Mais il y a plein de petites choses qui font qu'en tout cas, effectivement, moi non plus, je me suis pas ennuyée. Je me suis accrochée aux beaux yeux de Nils Schneider et que voilà, j'ai quand même accroché. Bah oui, non, mais oui, sur ce film-là, il m'a fait un effet. J'ai trouvé bien, moi, j'ai trouvé bien moi, dans son rôle. Hein. Le plus gros problème, ça reste l'écriture de son rôle, qui est pas, c'est toujours pareil, ça va pas bien loin. Lui qui se voudrait être une espèce de prophète, mais en fait, il suffit pas de le dire. Il faut faire des trucs qui montrent un peu ça. Mais je l'ai trouvé pas mal. En fait, voilà, je trouve que pour un deuxième film, ça reste prometteur pour la suite, parce que c'est pas mal, tu vois, il y a une vraie proposition quand même si c'est pas bien maîtrisé, les influences sont pas bien digérées, tout ça, il y a quand même quelque chose qui ressort, mais bon, j'imagine que d'ici quelques années, avec un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus d'expérience, de maîtrise, ça va peut-être donner un petit truc assez cool au final, tu vois, à voir. On a envie d'aimer le film de genre hexagonal, même si c'est parfois une passion contrariée. C'est un film, voilà, en plus il sort un petit peu en même moment que Les Trois Mousquetaires, et on voit deux facettes d'un cinéma de genre qui a envie de revenir sur le devant de la scène. Et là, pour le coup, c'est le cas PDP. Moi, quand je regarde Apache, je dis il y a de l'envie, il y a de l'idée, il y a une belle reconstitution technique, mais ça suffit pas, en fait. Et du film, j'en sors frustré parce que le film n'arrive jamais à donner de cœur à ses enjeux ou à imprimer une tension sur le scène. Et il y a un truc qui est dramatique dans ce film, c'est qu'il n'y a aucune once de second degré. Il n'y a aucun moment où j'ai souri dans le film, quoi. C'est beau, hein, mais c'est d'une lourdeur. Christina, tu parlais de la scène dans le cinéma avec ce travelling circulaire. Moi aussi, il m'aurait touché. Je trouve que c'est une très belle scène. Le problème, c'est que c'est son troisième travelling circulaire dans le film. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que le film est une carte de visite pour se vendre sur le cinéma américain, en fait. Tu parlais encore de la scène sur la Tour Eiffel. Moi, j'ai l'impression que cette scène-là, elle allait se terminer avec un des deux acteurs qui regardent la caméra et qui disent « Apache, eau de parfum pour Paris ». Il y avait un petit côté parfum, ouais. Et puis c'est renforcé par une utilisation d'une musique que j'ai trouvée qui est une musique multi-entendue, le Dirge de Death in Vegas. Ah, puis il commence avec I wanna be your dog. The Stooge, ben oui. The Chordettes, j'ai le Lollipop qui est utilisé. J'ai l'impression que dès que tu fais un film dans les années 50 aux États-Unis, c'est contractuel. Tu dois mettre ça ou It's My Party, quoi. Et c'est un peu le reproche que je fais au film, c'est vraiment de ne pas réussir justement à digérer ses influences. Alors moi, le Tarantino, on l'a souvent cité, mais je l'ai pas trop revu à part le chapitrage, mais c'est surtout Baz Luhrmann et Guy Ritchie. Guy Ritchie dans sa version du Roi Arthur ou dans sa version de Sherlock Holmes, j'ai retrouvé beaucoup de ça. Ah, il y a un petit côté, ouais. Et c'est tout, j'ai du mal à croire à ces personnages, tout semble un peu surfait, même si il y a une belle reconstitution. Et vraiment, pendant les 2/3 ou les 3/4 du film, je me suis un peu ennuyé en me disant, mince, il n'arrive pas à révéler son potentiel. Et c'est justement à la fin du film où là, il nous sort un plan séquence où il arrive enfin à associer le fond et la forme, en plus de donner des trajectoires intéressantes à ses personnages. On parle d'Artus. Voilà, j'ai aimé. Et je me suis dit, comme vous, en conclusion, que j'ai envie de voir les prochains films de Romain Quiro. Parce que mine de rien, le gars en a sous la pédale, quoi. Malgré nos avis divergents, nous suivrons de très près la carrière de Romain Quiro. Et nous passons maintenant à notre deuxième choix pour la rubrique actualité. Il s'agit de Suzume de Makoto Shinkai. Oublie tout ce que tu as pu voir. Je ne veux pas vivre dans un monde sans soda. À plus tard. Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre effectivement une unique porte délabrée, trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elle renferme. Alors, Makoto Shinkai, je le présente rapidement, c'est le réalisateur japonais de films d'animation qui monte en puissance. Son premier long intéressant date de 2004, La Tour au-delà des nuages. Retiens moi personnellement le très poétique Voyage vers Agartha. Et le carton mondial et l'un des plus gros succès de tous les temps au Japon, c'est Your Name, 2016, un film monumental sur les thèmes favoris du monsieur, l'amour à travers les âges, les mondes parallèles. Les enfants du temps en 2019 étaient dans la continuité. Et donc Suzume, Mr. Thibault, vous ouvrez le bal.
Bah, merci d'ouvrir le bal sur Suzume. Je lâche le mot, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de beauté, de poésie, de maturité. Je crois que c'est dans les grandes dates des films d'animation. On est sur du Miyazaki, on est même au-dessus, pas au-dessus d'un Miyazaki, mais on rivalise vraiment. Je pensais pas qu'il allait pouvoir rivaliser déjà avec Your Name, qui était déjà un sommet d'émotion. Et là, avec Suzume, pour moi, on a atteint une vraie réflexion psychologique, un film avec différents niveaux de lecture. Je trouve que c'est beau, le film sort d'une humanité incroyable. Je ne sais pas encore si j'ai préféré à Your Name, mais en tout cas, le film me laisse une trace incroyable. Je trouve qu'il est mignon, il est profond psychologiquement. Bah, c'est un film qui soigne les plaies à sa façon, qui soigne les plaies du Japon aussi bien que son personnage. Et il y a dans la psychologie vraiment quelque chose de très très fort dans ce film. Voilà, c'est un beau road movie qui me donne envie d'aller au Japon. Vraiment, je recommande très très fort ce film. Ah, c'est clair que la carte postale, le film, on parcourt le Japon de bout en bout et on en profite bien pour faire tous les paysages, on en prend plein les yeux, au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Et tu citais Miyazaki, alors moi j'attends un petit peu, peut-être encore une carrière totale pour arriver à la cheville du grand maître. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de points communs, surtout dans celui-ci, parce qu'on est sur un parcours initiatique d'une jeune fille sur son émancipation, sur... Complètement. Voilà, depuis son enfance et son traumatisme jusqu'à, elle a 16-17 ans, du personnel à l'universel, des effets comiques, on parle de la nature, les catastrophes naturelles. Ici, la légende, on prend, d'ailleurs c'est basé sur un fait, sur une légende japonaise à propos des tremblements de terre. C'est un énorme poisson qui s'appelle Namazu et que quand il n'est pas surveillé, quelque chose comme ça, qui n'est pas surveillé par un dieu, du coup il se détourne de son attention et il cause des tremblements de terre. Donc tout ça, c'est des choses qui ont déjà été appelées par l'animation, en tout cas ce qu'on connaît de l'animation japonaise à travers le plus célèbre qui est Miyazaki. Aussi les femmes, chez Miyazaki aussi, c'est les femmes héroïnes qui sont mises en avant. Et ici aussi, pour la première fois, l'homme ténébreux qu'elle rencontre au début, il se transforme en quelque chose qui n'est pas du tout charmant. C'est elle qui le sauve, c'est elle qui mène le bal. Il y a des petits animaux mignons, mais qui sont pas tout à fait mignons. On le découvre un peu à la fin. Puis ça s'essouffle jamais aussi. Il y a des envolées lyriques. La musique arrive pour ponctuer tout ça au bon moment, du début jusqu'à la fin. Donc c'est une toute beauté et je pense que il faut vraiment prendre le temps. Je ne sais pas s'il arrivera à la cheville de Miyazaki au fil du temps. Je ne sais pas ce que donnera toute son œuvre aussi dans toute sa complexité. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très très haut. Et d'ailleurs, c'est le deuxième film après Le Voyage de Chihiro qui avait été sélectionné à la Biennale de Berlin. Il faut le souligner. Et moi, je défends aussi le film d'animation en tant que film à part entière. Et c'est grâce à des films comme ça que l'animation dans le panthéon du cinéma, et c'est totalement mérité. Oui, alors pour moi, Your Name, c'est la matrice de l'œuvre de Shinkei. Alors il a dit lui-même que là, il s'est inspiré de Kiki la petite sorcière et de Si tu tends l'oreille. Voilà, c'est ses références. On peut, comme vous l'avez fait, citer aussi bien sûr Miyazaki en général. Alors moi, j'avais été un peu déçu par son précédent film Les Enfants du Temps. Là, je trouve que le niveau est rehaussé, sans atteindre la puissance dramaturgique de Your Name, parce que rappelez-vous, dans Your Name, il y a quand même un twist incroyable à une demi-heure de la fin qui, pour moi, m'avait scotché. Je trouve que ce film-là, donc Suzume, est moins mélancolique que ses précédentes œuvres. Je me suis un peu ennuyé, un peu redondant. Ce road movie, j'ai quand même évidemment beaucoup aimé, c'est attachant, c'est joyeux. Mais en fait, c'est en surface. Pour moi, c'est une apparence en fait du film qui derrière a des thématiques beaucoup plus profondes en fait. Et le côté drôle et absurde, en fait, il est là pour contrebalancer avec des thématiques qui sont très très fortes. Toutes ces portes qu'on va refermer dans le film sont autant de plaies d'endroits et de souffrances des personnes qui se construisent justement avec des douleurs jusqu'au reparentage en fait, cette manière de parler au soi ancien, dans son moi enfant, pour réussir à refermer les blessures. Je trouve ça d'une beauté incroyable. Oui, et là, il nous parle clairement du séisme de 2011 au Japon. Exactement, bien sûr, c'est la thématique, mais ils vont passer par plein d'endroits qui ont subi des catastrophes. Christina parlait du fait que l'homme soit changé, et tu sais ce qu'il lui dit à ce moment-là, le personnage du chat, Kaijin, il lui dit « Toi, t'es en trop. Toi, tu es en trop. »
c'est parce que pour faire le chemin qu'elle va le faire, elle a besoin de le faire seule. Et ça, je trouve que c'est une œuvre assez féministe et assez belle. Je suis entièrement d'accord, effectivement, c'est un thème fort du film. Alors je sais pas si vous avez fait attention, il y a une petite référence sur la petite boîte en ferraille dans laquelle sont enfermés tous ses souvenirs d'enfance. Il y a marqué Agartha. C'est quand même une référence énorme à un de ses premiers films, Voyage vers Agartha, qui d'ailleurs était la métaphore du passage dans le monde adulte. Alors moi, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Je dirais la relation forte avec sa mère, de substitution, j'ai adoré ça. La plongée dans l'intimité de l'adolescente, les envies d'aimer, les blessures d'enfance. Les personnages secondaires, je les ai trouvés succulents. C'est pas nouveau chez Shinkai. Voilà, et je vais quand même aussi laisser la parole au docteur Raymond. Eh bien, comme tout le monde, j'ai beaucoup apprécié ce film. Donc avec à la fois une véritable beauté plastique très très recherchée et en même temps très très créative. Donc là, on est sur une animation en 2D, donc ce dont on nous annonçait la mort depuis des années, mais qui est traité de manière très très particulière, c'est-à-dire on est sur de la 2D qui est pensée avec une réalisation tridimensionnelle, pour ainsi dire. Ce qui donne un effet tout à fait intéressant et un style tout à fait particulier. Donc moi aussi, j'ai beaucoup apprécié effectivement l'imprégnation dans l'univers japonais avec toute la culture et tout le sous-texte. Et ce qui est fort, c'est qu'on est sur une narration qui reste parfaitement lisible, même sans avoir toutes les références implicites. Et ça, c'est la marque d'un grand film, c'est-à-dire qu'il arrive à être immédiatement intéressant et captivant sans avoir besoin de souligner ses effets ou son sous-texte, ou même son humour qui reste non pas des moments qui sont mis là exprès pour avoir un moment de drôlerie ou avoir un comic relief, mais qui sont purement de l'humour de situation. Non, c'est vrai, c'est ce que dit le docteur Raymond est totalement juste, c'est-à-dire que le film n'appuie jamais les lourdeurs, il n'y a pas de lourdeur dans ce scénario. C'est très simple, pareil pour l'humour, c'est pas surligné, quoi. Et ce qui est intéressant, je pense, si on le compare effectivement à la production actuelle, on va dire, d'animation grand public américaine, qui tend souvent, à mon sens, à être en ce moment très très self-réflexif et moralisant, peut-être qu'on peut se demander si justement l'avenir de l'animation grand public n'est pas au Japon, avec des créations qui ne s'excusent pas. Oula, alors, je me permets d'intervenir. Oui, je vois ce que tu veux dire, Dr Raymond, sur la comparaison entre le cinéma d'animation américain et japonais. Je dirais pas que le cinéma d'animation japonais est l'avenir. Ça fait longtemps que le cinéma d'animation japonais, pour moi, est à un niveau d'excellence incroyable. Et je trouve même qu'il a baissé. Bon, je parle même pas d'Akira, mais Mamoru Oshii, le réalisateur de L'œuf de l'ange, de Ghost in the Shell, Takahata, parce qu'on parle souvent de Miyazaki, mais son compère Takahata, moi, je préfère un petit peu plus Takahata. Il m'a beaucoup plus touché le tombeau des Lucioles. Souvenir goutte à goutte, la princesse Kaguya, enfin moi je suis fan de Takahata, il est mort malheureusement. Satoshi Kon, incroyable génie, il est mort aussi. Il y a encore évidemment quelques grands réalisateurs, on a Mamoru Hosoda qui a sorti Belle, alors Belle c'était peut-être pas son meilleur film, mais Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, ça c'est du très haut niveau. On avait Masaki Yuasa avec Mind Game et Inu-Oh, Keiichi Hara avec Colorful et Co. Il y a donc, je viens de les citer, des grands réalisateurs films d'animation japonais, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'audace visuelle, de profondeur que dans les années 80-90. Mais bon, on a encore de grands espoirs avec Makoto Shinkai et d'autres, et je vais clôturer sur ces grands espoirs-là du cinéma japonais. Nous passons maintenant à notre grande rubrique centrale, le Breakfast Club, but at night. Alors, le Breakfast Club, c'est quoi? Organisé avec le soutien du CNC, du CIP, soit les cinémas indépendants parisiens, c'est un ciné-club de 10 soirées dans 10 cinémas mythiques de Paris de septembre à juin. C'est à destination du jeune public, mais aussi pour tous les cinéphiles parisiens. Chaque mois, un groupe d'étudiants en cinéma programme un film culte ou lié à une thématique spéciale et crée des animations, quiz, débats, concerts, cocktails, toujours en rapport avec le film proposé. En ce moment, c'est la thématique Nouveau Regard qui est à l'honneur. Nous les remercions pour leur soutien et c'est un réel plaisir de débattre des films qu'ils proposent. Merci Mister Thibault. Nous allons débattre du coup de Cassandro The Exotico de Marie Lausier et Antoine Barraud qui sera diffusé à l'Escurial le 15 mai prochain. Where is Cassandro? Ok, c'est parti. A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot.
Cassandro The Exotico, donc c'est un documentaire hein, dans le monde flamboyant de la lucha libre. Cassandro est une star incontournable. Il est le roi des exoticos, les catcheurs mexicains travestis. Après 26 ans de vol plané sur le ring, Cassandro est en miettes. Le corps pulvérisé, le moral laminé par un passé traumatique. Alors, Marie Lausier, la réalisatrice, donc voilà, spécialiste documentaire sur des artistes, musiciens ou cinéastes. C'est surtout une portraitiste dont les films sont quasiment d'ailleurs à chaque fois sélectionnés dans les grands festivals. Hein, donc je commence avec le ressenti de Nico. Eh ben écoute, je démarre comme Jacques Chirac. Écoutez, alors moi je suis assez friand de ce genre de docu très brut, tu vois, sans artifice, où vraiment on sent que la réalisatrice elle est très très impliquée, même émotionnellement. Du coup ça se ressent, tu vois, c'est un petit peu parfois un peu hésitant, voire maladroit dans la forme, dans le fait que aussi elle s'implique totalement dans le locus, ce qui fait qu'elle perd un peu on va dire de l'objectivité qu'on est censé essayer d'avoir. Au final, c'est hyper sincère, quoi. C'est hyper sincère, c'est hyper touchant, c'est très intimiste. Et on voit Cassandro qui s'est littéralement battu toute sa vie dans son enfance avec ce qui lui est arrivé. Et puis après, pour gagner sa vie, il s'est littéralement battu sur le ring. Et une fois que tout ça se termine, il continue à se battre. Et là, il se bat contre son propre corps, hein, qui tombe en morceaux, littéralement. D'ailleurs, c'est des séquences assez fascinantes au final de le voir tout sourire, montrer, faire l'inventaire, tu vois, de tous les endroits où il y a un os pété, où il a une broche, où il a des trucs. Incroyable séquence. Ouais, il fait tout l'inventaire de son corps qui est littéralement en morceaux, hein, tout simplement. Hein, ce qui est marrant, c'est que c'est un personnage qui du coup est émotionnellement et même fragile, extrêmement fragile, comme un cristal. Mais en même temps, ce type, enfin moi, il m'a fasciné. Il a une force avec tout ce qu'il a enduré. Ah oui. C'est un personnage de lumière, ce type. Enfin, il fallait faire un documentaire sur lui. Oui, totalement. C'est un personnage qui a une force de caractère assez incroyable parce que vraiment, il en a chié, quoi. Je veux dire, il a une vie très difficile, même dans la lucha libre, puisque c'est une star incontournable de la discipline et tout ça, mais c'était très difficile puisque effectivement, il a été confronté à l'homophobie. Alors c'est peut-être ce que je peux reprocher un petit peu au docu, c'est que ça n'aborde pas trop ce sujet-là, tu vois, vraiment c'est un choix hein, de la part de Marie Lausier, c'est de vraiment se concentrer sur Cassandro, et j'ai presque envie de dire de parler de ce qui se passe dans sa vie dans l'instant, tu vois, c'est vraiment, on saisit des moments, et du coup peut-être que c'est un poil dommage que des fois on contextualise pas vraiment le truc en parlant pas trop de comment ça se passe dans la lucha libre pour les exoticos, parce qu'apparemment c'est quand même pas facile. Maintenant ça va mieux, mais quand il a démarré il y a 26 ans en tout cas, c'était compliqué. Mais t'as beau faire la force du personnage, ça emporte un peu tout sur son passage, quoi. Je pense qu'elle était, tu l'as dit, elle était en admiration peut-être devant ce personnage. Oui, totalement. Et, notamment dans la séquence où elle lui dit « Ah, j'ai envie de te faire un câlin parce qu'il est en larmes, il est détruit, il n'en peut plus. » À un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez forcément de cette séquence-là qui est très forte. Oui. Et là, elle est là, elle dit « J'aimerais pouvoir venir te réconforter. » Et on sent qu'effectivement, elle a son rôle de réalisatrice, et elle a dépassé la fonction. Et alors, est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'elle s'est rendue compte et tout? Peut-être qu'il y avait d'autres idées politiques sur les exoticos derrière. Mais je suis un peu certainement, oui. Ils sont devenus amis en fait après. Donc je pense que ça s'est lié pendant le film, et je pense qu'elle a dû s'attacher et finalement diriger son film peut-être au milieu de tournage vers quelque chose de plus personnel selon les liens qui se nouaient entre deux. C'est vrai que on n'a pas le contexte par rapport à la lucha libre, et le contexte social aussi, puisqu'on est quand même, je pense, dans un milieu très dur et très difficile. Mais c'est un film sur la rédemption aussi, finalement, qu'elle a décidé de mener, puisqu'on parle des coups qu'il a reçus, le corps qui est cassé, mais aussi son combat contre la drogue, puisque oui, tout à fait, oui. C'est de ça qu'il parle aussi. Et en fait, tout ça, on ne parle pas non plus de son milieu social, mais il ne se pense jamais en victime lui-même. Et je pense que c'est ça qu'elle a voulu aussi montrer. C'est ça la force. D'une communauté opprimée, une communauté, mais aussi par son statut de queer, et qui n'est à aucun moment donné, sur tout le parcours de sa vie et de son sport, puisqu'il est devenu même champion du monde, donc je pense que ça n'est pas... Bon, Thibaut, tu as quelque chose à rebondir là-dessus? Bien sûr, ouais. Non, moi je rejoins ce que vous avez dit là-dessus. C'est un documentaire extrêmement attachant, d'un amour infini de la réalisatrice pour son personnage. Ah oui, complètement. Ouais.
Cassandro, en même temps, est ultra charismatique. Hein. C'est un peu le croisement entre Patrick Swayze et Liberace. Oui, c'est pas mal. Et pour moi, le film, le sujet, c'est sur une amitié et sur ce personnage hors norme dont on va faire un portrait passionnant, un catcheur gay ultra extravagant. Et c'est passionnant parce que c'est quelqu'un dont le catch est toute sa vie. Et c'est un peu son drame, en fait. C'est le drame du film. Il doit arrêter sa carrière parce que son corps ne lui permet plus de continuer. Mais il ne se résout pas à le faire parce qu'il sait que s'il arrête, il y a ces démons qui vont revenir. Et je trouve que c'est un peu le drame et c'est ça qui est extrêmement touchant. L'impossibilité de raccrocher parce que voilà, le catch est littéralement toute sa vie. C'est vrai. Et puis parce qu'il est voué à l'autodestruction, soit parce que son corps va pas suivre avec toutes les opérations qu'il doit faire et refaire, soit parce que sinon il va sombrer dans une espèce de spleen lié à l'arrêt de son activité professionnelle, quoi. Oui, et il est très émouvant aussi quand il parle de sa famille. Hein. Ça, c'est des scènes aussi qui m'ont beaucoup. C'est beau. Et tu vois que la réalisatrice, il lui a ouvert les portes de Voilà. sa famille. Et de son cœur, oui. Oui, exactement. Oui, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que... Enfin, marrant. C'est assez intéressant parce que lui, il se livre beaucoup. Vraiment, il a aucun problème à se livrer. Pourtant, d'une sincérité désarmante. Bah oui, vraiment, il y va à fond. Et tu sens que la réalisatrice, quand même, il y a une certaine pudeur, tu vois, qui se dégage quand même du docu, où vraiment, quand ça commence à être vraiment très intime... On passe à autre chose. Ouais. Elle s'écarte un petit peu, tu vois. On sent que elle prend un peu de recul, comme si elle voulait justement le préserver, comme si elle voulait pas le blesser ou pas risquer de trop le dévoiler, tu vois, pour qu'il soit à vif. Et j'ai trouvé ça assez touchant de la part de la réalisatrice de faire ça. Elle tombe jamais dans le pathos ou dans... oui. Tu vois, dans... ça, elle évite tous ces écueils-là, effectivement. Ouais. C'est assez touchant, c'est assez juste, en fait. Et puis, effectivement, comme tu disais, Thibaut, le fait de voir Cassandro qui n'a plus de combat à mener, on le voit désespéré à cette idée-là de pas savoir quoi faire, en fait. Oui, même son père est revenu dans sa vie. Oui, oui. Ouais. Mais malgré tout ça, ça reste un film très joyeux. Il y a de la mélancolie, mais c'est un film très joyeux, très coloré, très pailleté, à l'image de Cassandro. Il y a un côté feel good parce que c'est un personnage qui est totalement solaire. Et comme disait Christina, c'est quelqu'un qui s'assume et qui ne s'excuse jamais de quoi il est. Et s'il va montrer au monde de quoi il est capable. Et c'est un parcours de vie incroyable. Hein. Moi, Oui, c'est fou. Mais même dans son discours, de toute façon, dès qu'il fait des discours, il dit je suis badass, moi je peux botter des culs, je suis là pour ça. Tu vois, vraiment, il assume, il est droit dans ses bottes, il a toujours tout fait à fond, à 100% et jusqu'au bout, quoi. Donc, oui, c'est vrai que du coup, ça donne un côté très galvanisant, très flamboyant au docu, alors qu'en fait, c'est un docu qui est dans l'absolu très simple, tu vois, très minimaliste, quoi. Oui, mais il est à l'image de son sujet et on sort de là en ayant le sourire, la banane, parce qu'on a vu quelque chose d'extrêmement généreux autour d'un destin hors norme. Exactement. Ouais, même si je trouve que, reste sur la fin, moi j'ai trouvé que, peut-être, là je m'avance un peu, je ne sais pas, mais c'est peut-être lié au fait que justement il y a une relation un peu plus forte qui s'est tissée entre Marie-Lausier et Cassandro. Peut-être sur la fin, je trouve que le docu a tendance à se perdre un peu, à ne pas trop savoir où il va. Si, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, la mise en scène, elle s'associe un petit peu à l'état d'esprit de santé de Cassandro à ce moment-là. Les errements de la caméra expliquent aussi les errements de la vie de Cassandro à l'instant T où elle le filme. Oui, parce qu'il se pose beaucoup de questions sur son avenir. Hein. Et je spoil pas, hein. Non, mais effectivement, on sent parfois, si tu veux, que la fascination de Marie-Lausier pour Cassandro prenait un petit peu le pas. Et par exemple, il y a beaucoup de fois des séquences où on voit Cassandro se maquiller, tu vois, par exemple, où on sent que Marie-Lausier, elle est vraiment en admiration devant ce qu'il est en train de faire. Et peut-être que moi, j'ai trouvé, tu vois, peut-être en tant que spectateur, des fois, au bout de la 4e fois où on voit se maquiller, je me suis dit, il se maquille, quoi. Et bizarrement, moi, je l'ai vu avec quelqu'un dont c'est les scènes qu'elle a préférées. Voilà, donc, ah oui, tu vois, comme quoi. Hein, ouais. Merci les gars, merci à tous pour ce passionnant débat. Et nous allons malheureusement bientôt nous quitter, chères auditrices et chers auditeurs. Mais avant, nous passons à notre dernière rubrique, toujours à connotation mexicaine, notre rubrique rétro. Happy birthday to you, happy birthday. Nous avons choisi un film sorti il y a tout juste 10 ans, presque jour pour jour en France. C'est un film sifflé au Festival de Cannes par la presse, mais récompensé quelques jours après par le prix de la mise en scène par le jury audacieux de Nanni Moretti. Il s'agit de
Post-Tenebras Lux du radical réalisateur mexicain Carlos Regadas. Influencé, il le dit lui-même, par Karl Theodor Dreyer et Andrei Tarkovsky, alors Carlos Regadas commence sa carrière de réalisateur avec Japon, un film d'atmosphère qui marque tous ceux qui l'ont vu, comme moi. Son deuxième opus est encore plus puissant, c'est mon préféré personnellement, c'est Battaglia en el Cielo, sélectionné à Cannes, comme les deux films suivants, donc Lumière silencieuse et Post-Tenebras Lux. Son dernier film date de 2019, c'est Nuestro Tiempo qui dure 3 heures. C'est un drame psychologique sur un couple qui est joué par Regadas lui-même et sa femme elle-même dans leur ranch à eux. Christina, à toi la parole. De quoi parle ce film? Eh bien, c'est une très bonne question, puisque... C'est une très bonne question que tu poses là, Jérémy, puisque 1000 lectures sont possibles. C'est avant tout un film sensoriel et émotionnel que moi j'ai adoré. Je l'ai découvert peu après qu'il ait été sifflé à Cannes et je pense que j'ai peut-être eu une réaction d'opposition. Je me dis mais comment est-ce qu'on peut huer un film alors qu'il est extrêmement audacieux et offre une véritable expérience de cinéma. Et je l'ai revu récemment pour notre rubrique et c'est comme si je le redécouvrais, des choses que j'avais complètement oubliées, des choses que j'avais imaginer autrement. Donc voilà, je garde vraiment ce sentiment d'émotion et de sensation. Mais bon, je vais quand même répondre à ta question de quoi ça, quelles sont les grandes thématiques du film et un peu de quoi il nous parle. Le centre du film, c'est l'homme, c'est son animalité, la famille, la nature et les interactions entre l'homme et un animal. Voilà, si je peux résumer le film. C'est finalement une série de scènes mises les unes derrière les autres et tout est possible à imaginer. Des futurs potentiels, des rêves, des choses surréelles, on ne sait pas. Et je vais vous parler de la scène d'entrée qui symbolise tout le film et qui peut finalement décrire, oui. Je pense que si on regarde cette scène, on peut s'arrêter là et si le film s'arrêtait là, je pense que tout le monde aurait pu lui donner la Palme d'Or. Clairement. Peut-être qu'on aurait pu mettre les choses... Le problème, c'est qu'il laisse après. Il y a 1h50 voilà. après. Non, mais ça préfigure le reste et ça lance les choses. Alors après, soit ça nous lance et on part avec le lanceur, ou alors on peut être stoppé. C'est un peu ça le problème derrière. Mais donc la scène d'entrée, c'est une petite fille. Alors pour la petite histoire, les deux enfants, Eleazar et... sont les enfants de Carlos Regadas. C'est une surprise. Les petits Regadas, exactement. Les et donc c'est et dans un champ au début, donc la petite fille, elle est entourée d'animaux et un orage menace et gronde au loin. Et la petite fille, là, donc la nuit tombe petit à petit. La pluie arrive, elle appelle son frère, elle appelle sa maman, son papa. Et on est à hauteur de l'enfant. On ne sait pas à ce moment on est à la place de l'enfant. Si on regarde l'enfant à la place des animaux, peut-être d'autres choses, de surnaturel, qui la regarde, qui l'observe. Tout le film se passe en 4/3. Aussi, ça a son importance, avec une sorte de lentille qui dédouble l'arrondi de l'image. Donc on est comme un œil. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Oui, il n'est pas une grande majorité. Donc le film nous perd volontairement, mais pour rentrer dans cette expérience sensorielle et finalement aller de l'ombre à la lumière, mais comme un film le fait quand on rentre dans une salle, on se plonge dans quelque chose et après on va vers la lumière et voilà, c'est multiple, c'est divers. Ça nous laisse, moi je garde aussi le rêve, je pense que le rêve a une importance extrêmement centrale dans ce film. Puisque ça... Ne serait-ce que par la musique de Neil Young, hein, exactement. Qui parle exactement de ça, du rêve. Exactement, c'est une expérience de cinéma et puis ces ténèbres-là, soit on les accepte pas et les ténèbres finalement, c'est l'homme, c'est nous, c'est ce qu'on peut être, c'est le possible. Je vais aller dans ton sens, Christina, avant de donner la parole à Mr. Thibault. Voilà, parce que je crois que c'est la première fois que Christina et Mr. Thibault ne sont pas d'accord, donc ça va être très intéressant. Oui. Voilà, mais je vais d'abord aller dans ton sens, parce que, alors bon, je vais raconter mon histoire avec ce film. Voilà, bon, je l'ai vu moi, du coup, j'étais dans cette fameuse salle du Festival de Cannes, du Grand Théâtre Lumière. Et c'est vrai il a sifflé. Non, moi j'ai apprécié le film, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, mais j'ai apprécié. Et je me suis dit, mais ils sont un petit peu durs. Alors après, j'ai même assisté à la conférence de presse de Carlos Regadas. Il faut savoir que quelques années avant, il avait sorti Lumière silencieuse, qui aussi s'était fait siffler à Cannes. Et il avait répondu un petit peu sèchement aux journalistes. Enfin, voilà, entre les journalistes et lui, il y a un truc. Et là, je pense qu'il les a achevés avec ce film-là. Enfin bon, de toute façon, il s'en fout. Il a eu des prix à chaque fois avec ses films alors qu'il se faisait siffler. Donc voilà.
Bon, en tout cas, moi, mon avis sur ce film, bah, c'est effectivement, j'aime beaucoup ce genre de film, de toute façon, sensoriel, j'adore ce genre-là. Un peu froid peut-être par moments, c'est pour ça que je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas été totalement transcendé pour revenir sur la transcendance. Ah, par contre, j'en suis convaincu, c'est mon avis, hein, voilà. Mais pour moi, c'est pas un film de mégalomane, c'est pas un film où il a voulu perdre exprès le spectateur, c'est pas un film où il veut montrer sa puissance artistique. Moi, je pense ce qui l'intéresse, c'est quand je vois ces autres films, j'ai vu tous ces autres films après, donc maintenant je pense cerner à peu près le personnage. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement, tu l'as un petit peu dit, Christina, c'est l'intériorité des êtres, enfin les sentiments, la mystique et la métaphysique de l'existence. Ça, ça revient dans tous ces films, surtout son premier Japon que je vous conseille, qui est incroyable. Et je suis sûr qu'il est tourné au Chili. Japon. Chez lui, dans son jardin. Voilà, c'est ça. Dans le Japon, non, je sais pas où il a tourné, mais c'était pas encore dans son ranch. Et voilà, en coup, bon, la première scène, effectivement, elle est très, on va dire, malikienne, mais à l'inverse, c'est plutôt des ténèbres plutôt que le soleil. D'après ce qu'il disait en conférence de presse, donc je le reprends, pour lui, il décrit on voit par la suite, c'est un mélange de flashback, de flash-forward, de fantasmes, de désirs et de rêveries autour d'un couple. Voilà, donc c'est un collage ésotérique de différentes séquences qui n'ont pas de lien direct. Alors évidemment, ça fait penser moi j'ai pensé à Luis Buñuel parce que dans l'âge d'or, il fait pareil à l'époque. C'est du surréalisme, hein. C'est un film très personnel, voilà, ça nous touche au plus profond ou ça ne nous touche pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est un film qui est à défendre. Voilà, on n'a pas envie de dire allez-y tous, vous allez tous adorer. Non, allez-y. Moi, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de le regarder. Je l'ai vu 2 fois du coup pour essayer de bien saisir chaque élément. Et moi, j'aime beaucoup aussi la fin parce qu'il y a une scène incroyable où le héros donc sait qu'il va mourir et sa femme joue du piano et là, il lui dit j'ai passé une journée incroyable. C'est peut-être la scène la plus émouvante ou la seule scène émouvante du film. Cette scène-là m'a touché quand même, j'avoue. Hein, après, alors, le rugby, parce qu'à un moment, il y a un plan sur un match de rugby et tout le monde s'est dit pourquoi ? Voilà, et lui, il disait juste à la conférence de presse, hein, il avait expliqué que c'était pas le sport en lui-même, c'est la communion d'être tourné vers un objectif commun, et qu'après tout ce qu'on a vu de ténébreux dans le film, il voulait finir cette séquence par la lumière, post-Ténébras Lux. En fait, c'est la scène du rugby qui expliquerait. Il s'est dit du rugby en Angleterre, sous la pluie, c'est lumineux, c'est cool. Voilà, c'est Regadas, c'est un artiste, c'est sa façon de penser. Après, voilà, il y a du Bergman, il y a du Antonioni, il y a du Bresson, il y a du Sokourov, Faust aussi. Et la mise en scène, effectivement, bon, il a eu le prix de la mise en scène, pourquoi ? Parce que je pense que le jury a été touché par, comme tu disais, Christina, cette espèce de lentille là, qui morcelle les bords de l'écran en espèce de cercle, je sais pas, concentrique. Là, on dirait le fond d'une bouteille. Alors, quand on observe bien, ça revient souvent quand il y a effectivement le mal qui rôde par instant. Mais ça ne revient pas tout le temps. Quand il y a des espèces de scènes de flashback ou de fantasmes, cet effet n'y est pas. Hein, donc c'est un film, je pense, sur la dissection du mal. Thème qui revient dans Battalion Encelo, un de ses autres films aussi. Voilà. C'est ce que je pense sur ce film. Pour moi, le chef-d'œuvre sud-américain de ces 15 dernières années sur la transcendance, c'est Raura. Je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. De Lisandro Alonso, l'Argentin, avec Viggo Mortensen, qui là, par contre, on atteint des sommets autres. Voilà, donc c'est un cinéma qui est libre, qui est sans mode d'emploi. Il prend aucun sentier balisé, il rejette le conformisme, chacun trouvera ses réponses. Et Thibaut, quelles étaient tes réponses à ce film ? Souffrance, supplice, interminable. Durée 1h50, ressenti 8h. Regadas, c'est un peu comme la scène de début. Alors j'ai adoré moi cette première scène, hein. Cette scène de gamine qui est avec le. Je sais pas où je vais, mais j'ai envie d'en voir plus. C'est une espèce de flottement et on n'est pas serein en fait. Il y a un vrai danger qui. Et vraiment, comme tu dis, Christina, si le film s'arrête là, je lui donne la palme d'or. Parce que là, il m'amène dans quelque chose que je n'ai jamais vu. Le problème, c'est qu'il m'amène en forêt et qu'il me lâche en fait, Regadas. Il m'a oublié, hein. Et derrière, j'ai passé mon temps à chercher mon chemin. Je ne savais pas où j'allais. J'étais perdu. La nuit est arrivée. Je souffrance. Bref. Et quand j'ai relu un petit peu le descriptif du film, je suis... Merde, j'ai même pas compris ça. J'ai pas vu le film. Et non, tellement je trouve le film abscon, en fait. Et ses choix de réalisation, alors, ça plaît ou ça déplaît, mais j'ai pas réussi à les comprendre, en tout cas, du moins sur cette première vision. Je savais pas où ça allait. J'ai trouvé ça vraiment très, très poussif sur plein de points et j'ai pas réussi à avoir cette émotion. Il faut un certain lâcher prise. Ouais, possible, mais j'ai pas lâché prise. En fait, tu vois, par exemple, à chaque fois que j'essayais de m'accrocher, il y avait par exemple cette scène de sexe totalement gratuite qui est un fantasme du gars. On avait complètement oublié.
Ah bah oui, difficile de oublier quand même. Je me suis, quand je suis revenue dessus, j'ai dit mais elle y était. Et Alessi, après, il parle français en plus, donc j'ai dit ah oui, c'est vrai. Oui, ça c'est censé se passer en Belgique. Mon esprit l'a complètement occulté. Ah bah moi, j'oublierai jamais à Cannes, c'est là que pendant le film, il y a des gens qui ont commencé à rigoler. Dans cette scène-là, il y a des gens dans la salle, des journalistes qui rigolaient. Je me dis oula. Elle fait pas particulièrement rire, mais elle fait pas particulièrement réfléchir non plus. Bon, ouais, c'est un peu ça dans ce film. Moi, j'ai vraiment pas accroché du tout à ce cinéma. Mais je connais pas. Batana Inicello j'étais en Bretagne à l'époque, donc j'avais pas eu accès au film malgré l'envie de violent voir. et politique. C'est plus violent. Oui. Ça se passe à Mexico même, et c'est plus violent. Ouais, c'est. Et ça m'intéressait beaucoup à l'époque. Je l'avais pas vu. Voilà. Non, globalement, Passer les Bracelets, c'est vraiment un film que je n'ai pas aimé. Et Dr Raymond? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la qualité profondément picturale de ce film, très très clairement, renforcée effectivement, comme on l'a dit, par le choix du 4/3, donc qui présente vraiment très clairement les limites du cadre, en nous imposant même ce format carré, quadro en espagnol. Donc quadro, c'est à la fois le carré, mais c'est aussi la peinture, le film. Et à travers une lecture picturale, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on ne comprend pas forcément le sujet du tableau, mais on admire sa forme plastique. C'est ça. Du coup, on s'y promène, on passe d'une scène à l'autre, comme dans une exposition. Donc, on a une collection un peu de sujets de la vie rurale au Mexique. Et c'est un peu comme ces petits musées de province où tu passes d'un artiste local à l'autre, qui sont d'un intérêt inégal, mais voilà, au final, ça te donne une impression globale. Par contre, là où je suis moins convaincu, c'est quand il veut faire du narratif, précisément. Le côté, par exemple, couple en perdition, c'est quelque chose qui m'a pas spécialement intéressé. On a parlé aussi de la scène Gaspard Noé du pauvre, là, pour faire auteur, donc on fait de l'Eurotrash, hein, ça c'est l'évidence. Voilà, j'attendais la punchline du Dr Raymond, elle est là, le Gaspard Noé du pauvre, pas mal. Mais du coup, voilà, il y a tout qui va avec, il y a ce jeu un peu estampillé cinéma d'auteur, mais c'est pas ça qui a retenu mon attention. Ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment le côté plastique, le côté pictural de la chose, et c'est vrai que l'histoire qu'on essaie de reconstruire me paraît pas spécialement passionnante. Mais la mise en scène est belle, je suis tout à fait d'accord avec ça. La nature est mise en scène. Oui. Les tableaux, quand elle se perd dans la forêt, c'est des tableaux. On a entendu notre Nico. Ah oui, alors... moi, je connaissais pas du tout le cinéma de Regadas, donc c'était mon premier film. Je peux pas dire que je me suis ennuyé, je me suis pas emmerdé pendant ce film, mais je peux pas dire que j'ai été passionné. Je me suis un petit peu renseigné un petit peu après sur l'ami Carlos en regardant quelques interviews et tout ça. Et en fait, ce dont tu parlais, Thibaut, tout à l'heure en disant que tu comprenais pas certains choix, il faut pas essayer de le comprendre parce que le but absolu de Carlos, c'est de ne surtout pas intellectualiser son art. Lui, il milite pour un cinéma totalement ressenti, totalement instinctif. Pour lui, il faut totalement évacuer la question pourquoi. Donc voilà. Je n'avais pas les clés au départ quand je l'ai vu, mais je cherche toujours à comprendre. La clé, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que la porte est ouverte. Tu peux y aller, tu peux t'asseoir et te prendre une bière, mais il n'y a pas de raison pour laquelle. Sauf que j'étais pas en intérieur. Il m'a embarqué dans le forêt. Il t'a laissé sous le porche, sous la pluie. Terrible. Non, Carlos, mais c'est pour moi. Carlos, putain. Non, mais c'est vrai que à partir du moment où on sait ça, où on comprend ça, c'est un petit peu plus facile de se laisser aller. Mais le problème, je pense, de cette démarche, en tout cas pour moi, c'est que, au bout d'un moment, son film, il est très beau. Même si j'aurais tendance à dire que esthétiquement, il est pas aussi beau qu'il pense l'être. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas au point d'un Malik, tu vois, d'un Tarkovsky ou un truc comme ça. Esthétiquement, c'est beau, c'est joli, mais je pense que c'est pas aussi beau que ça. Surtout, j'ai l'impression que c'est un film qui, dans l'absolu, ne raconte pas grand-chose. Hein, tu vois, on voit ce couple en perdition. Ça prend quand même 1h50 pour nous dire que lui, il est frustré et que elle en a marre qu'il tape le chien. Mais c'est pas le sujet, je pense. C'est pas le sujet. Le couple n'est pas le sujet. Je suis d'accord, mais c'est métaphysique, c'est au-delà de ce couple pour moi. Mais... Ah oui, bien sûr, mais j'ai eu du mal à voir vraiment où il voulait en venir, tu vois. Alors oui, j'ai bien vu, il y a effectivement le côté animal de l'être humain et enfin surtout de l'adulte, parce que pour le coup, dans le film, ce qui est lumineux et totalement limite indépendant de tout ce qui se passe autour, c'est les enfants, hein. C'est-à-dire que même quand ils doivent annoncer des trucs horribles, ils le disent en jouant et en disant bon au fait il se passe ça, allez viens on va jouer. Tu vois, donc tu sens que les enfants ils sont préservés. Parce qu'ils sont dans leur oui, mais ils ne jouent pas, tu vois, enfin en tant que acting.
Puis je pense qu'ils sont, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont une espèce de symbole de pureté où ils sont pas du tout touchés par tout le mal qui les entoure, mais pour le coup les adultes, surtout les hommes, c'est moins le cas quoi. Carlos, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal avec eux. Et le père n'est pas très sympathique. Hein. Bah non. C'est un gros con. Tout de suite. C'est un gros con. C'est tout de suite un gros con. La première séquence, oui, la première séquence, il tabasse un chien. Donc. Ouais, c'est vraiment. Mais il l'aime. Il aime son chien. Allégorie. Ouais, c'est pareil, tu vois, cette espèce de la séquence dont tu parlais, Jérémy, à la fin, où quand sa femme joue au piano et tout ça, je me suis dit, oui, d'accord, il y a une espèce de rédemption, mais enfin, c'est peut-être un peu facile après tout ce qu'il a fait pendant le film de gros connard. Ah oui, mais apparemment, l'espèce de diable vient quand même le prendre, on va dire, avec une caisse à outils. Alors, ce diable à la caisse à outils, il vient réparer l'humanité. Est-ce que c'est une métaphore des plombiers qui te foutent des factures ultra élevées? Je ne sais pas. Le diable à testicules, là. Je sais pas. Voilà. Je sais pas si j'ai... c'est-à-dire, cette séquence, j'ai trouvé assez jolie, pourquoi pas, mais je sais pas. Moi, ça m'a fait penser à Pichapong vers Acetacool. Ouais, voilà. Il y a un peu... Ouais, Il y a des points évidents, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas aller... C'est surnaturel, les gars. Voilà, c'est juste de la mystique, c'est du surnaturel. Le mal est là, effectivement cet homme a dû être mauvais et on le voit, et bah du coup il le paye. Hein. Et puis d'ailleurs son assassin lui-même le payera plus tard, n'est-ce pas? Cette séquence très étrange. Oh là là, on n'en parle pas, mais oui. C'est la toute-puissance de la nature. Oui, il y a un truc avec la nature, ça c'est sûr. Il fait comme des contre-plongées sur quand il y a la petite fille qui représente l'innocence, c'est le ciel qui est plus important que... Et son film d'avant s'appelle, Lumière silencieuse et Bataille dans le ciel. Donc c'est clé pour moi, on n'est rien. Bon, c'est un trip hallucinatoire. Voilà. Oui, et puis effectivement, le côté morcelé fait effectivement beaucoup penser à un rêve qui peut effectivement justifier ce genre de truc. Mais je sais pas si j'ai été convaincu en tout cas par ses choix. C'est comme le fameux match de rugby. Mais peut-être parce que je joue pas au rugby. Et non plus. Enfin, pareil. Bon, en tout cas, merci à tous pour ce passionnant moment de cinéma. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast et nous suivre aussi sur Twitter, Facebook et Instagram. Alors nous attendons vos commentaires, vos remarques, n'hésitez pas. Hein. Donc c'était 24 images secondes. Hasta la vista. Ciao. Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé.